tant attendu de Boruto est arrivé. Naruto et Hinata sont toujours enfermés dans la prison temporelle de Kawaki. Shikamaru est devenu le 8e Hokage. Après des années d'entraînement avec Sasuke, Boruto revient enfin à Konoha, afin de protéger Sarada. Il a humilié Code en forme de base. Tous les personnages ont grandi. Imawari, Sarada, Sumire, Shikadai, et regardez-moi le flow incroyable de Kawaki et Mitsuki. La nouvelle guerre a enfin commencé, et ça annonce du très lourd. Le premier chapitre de Boruto To Blue Vortex est une dinguerie monumentale puissance 1000. Boruto va devenir un des meilleurs personnages de shonen. Il n'est pas là pour rigoler. Il a lâché aucun sourire, aucune expression durant ce chapitre, mis à part son visage glacial qui veut dire « Je suis de retour et je vais tous vous écraser ». Le premier chapitre de Boruto se nommait Boruto Uzumaki, et le premier chapitre de Boruto To Blue Vortex se nomme uniquement Boruto, car il a été oublié par tout le monde, considéré comme le meurtrier du 7e Hokage. Mais que s'est-il réellement passé? Pourquoi Kakashi n'est pas Hokage? Est-ce qu'Imawari, la fille de Naruto, est affectée par le pouvoir d'Eida? Que sont devenus Kawaki et Boruto après 3 ans de séparation? Et quelle est leur nouvelle puissance phénoménale? Vous allez tout savoir dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. Alors les amis, c'était une régalade, et j'ai savouré chaque page. Mais avant de commencer, je vous rappelle que vous êtes 86% non abonnés à la chaîne. Donc il est temps d'exploser ce foutu bouton d'abonnement et activer la cloche pour ne rien rater. Bon les amis, à partir de lundi, je commence une nouvelle mission développeur freelance. Du coup, ça sera difficile de rester actif sur YouTube. Donc je compte sur votre soutien. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne secondaire. Bref, voici la question de culture du jour. Citez-moi 3 Hokage. Bonne chance à tous et bon visionnage. Le retour de Sarada est le 8e Hokage révélé. Mon modèle est Naruto, le 7e Hokage. Ce premier chapitre commence avec Sarada énervé qui se plaint dans le bureau du Hokage. Et les amis, après Hashirama, Tobirama, Hiruzen, Tsunade, Kakashi et enfin Naruto, veuillez applaudir le 8e du nom, j'ai nommé Shikamaru Nara. Au départ, on pouvait se dire que Shikamaru allait diriger le village par intérim, le temps d'élire un nouvel Hokage. Mais finalement non, il s'agit bien du 8e Hokage. Par contre, dans le flash futur de l'épisode 1, lorsque Konoha est totalement détruite, on ne voit pas la tête de Shikamaru dans le monument des Hokage. Ça signifie que Shikamaru actuellement, il est à l'image de Danzo après la défaite de Pain. C'est-à-dire qu'il a été choisi pour succéder à Naruto. Mais ils n'ont pas encore eu le temps de construire sa sculpture d'Hokage. D'ailleurs les amis, c'est drôle de voir que les deux cancres de leur génération, Naruto et Shikamaru, ont fini 7e et 8e Hokage. Bref, écoutez la suite, c'est très intéressant. Sarada va essayer de convaincre Shikamaru que Boruto est innocent et qu'il faut cesser les poursuites à son égard. Et là on apprend quelque chose de très intéressant. Shikamaru dit que durant ces dernières années, ils ont approché Boruto à plusieurs reprises, mais il n'a jamais voulu discuter. C'était lui qui les attaquait en premier. Et là vous allez me dire pourquoi Boruto agit ainsi. Eh bien pour l'instant c'est un mystère. Mais pour moi il y a deux possibilités. Soit il s'agit en fait de Momoshiki qui prenait le contrôle de Boruto à chaque fois qu'il se faisait attaquer. Car je rappelle que si Boruto meurt, Momoshiki meurt aussi. Et cette fois-ci ça sera une mort définitive avec aucune possibilité de ressusciter. Ou bien Boruto faisait exprès de faire peur aux ninjas de Konoha qui le poursuivaient. Et c'était dans leur intérêt. Parce que plus ils se rapprochent de Boruto, plus leur vie sera en danger. Et encore une fois c'est à cause de Momoshiki, qui n'hésitera pas une seconde à les tuer. À tuer n'importe quel individu qui représente un danger pour la vie de Boruto. Et Shikamaru ajoute ceci. Il a assassiné le Hokage Naruto et a essayé de tuer son fils Kawaki. Et bien sûr je rappelle qu'à cause du pouvoir d'omnipotence, Kawaki est Boruto et Boruto est Kawaki dans les souvenirs de Shikamaru. Et là on commence à avoir une vision globale de la situation de Boruto. Il a une réputation phénoménale. C'est devenu le criminel le plus recherché sur Terre. Le village de Konoha souhaite sa mort. Mais ils savent qu'il a une puissance de fou furieux vu qu'il a les pouvoirs de Tsuki. Et Sarada a même révélé qu'il y a un ordre d'exécution sur Boruto. Et du coup elle fait tout pour convaincre Shikamaru de ne pas tuer Boruto. Mais les amis, Shikamaru ce n'est pas Naruto. On est très loin de la bonté que Naruto avait. Et écoutez bien ce qu'il dit, c'est légendaire. Boruto est un rebelle et ne fera pas exception au châtiment. La conversation est terminée. Sarada, retourne à ta mission. Perso, j'avais dit que je voulais un retour de Kakashi dans le rôle d'Hokage. Mais finalement, je suis entièrement satisfait du choix de Kishimoto. Parce que Shikamaru, il dégage une prestance incroyable. Il est froid, sévère, précis, concis et ne laisse rien transparaître. Et parfois, c'est ce qu'il faut pour devenir un grand dirigeant. Naruto avait d'autres
qualités. Sa bonté et sa bienveillance ont sauvé plusieurs personnages d'un destin sombre, comme Sasuke ou Gaara, qui sont devenus grâce à lui des personnes qui protègent les autres. Mais cette bonté a montré ses limites. À cause de ça, Naruto s'est retrouvé impuissant devant Kawaki, et n'a pas pu prendre les mesures radicales au bon moment, afin d'éviter la tragédie que son fils a vécue en perdant tout ce qui lui était cher. Bref, du coup les amis, Shikamaru en Hokage s'est validé à 100%. Et pour info, son bras droit, ou plutôt son conseiller, c'est Konohamaru Sarutobi. Bon, ok, on n'est pas sur du Tobirama Prime, mais est-ce qu'on avait vraiment le choix? Shikamaru Mskin, il devait choisir entre Moegi qui se fait one shot par un genin, et un mec de 27 piges qui joue encore avec sa morve. Franchement, soyez indulgents avec Shikamaru. D'ailleurs, avec Shikamaru et Konohamaru, c'est la porte ouverte aux attaques. Avant, il y avait des Hashirama Madara qui protégeaient le village, des Hiruzen Danzo, des Naruto Sasuke. Et maintenant, on se retrouve avec Shikamaru, Konohamaru. Les amis, le glow down est historique. Bref, là on arrive à une incohérence qui n'en est pas vraiment une. Shikamaru commence à s'inquiéter pour Sarada et lui dit que si elle continue comme ça, elle va rester une genin toute sa vie. Et le problème, c'est que dans l'anime, après la défaite d'Ishiki, il y a eu un nouvel examen pour devenir Chunin. Et il y a eu 4 genin de Konoha qui ont réussi cette épreuve. Le grand Taketori Oki, successeur de Kakashi, la fraude Denki, Wasabi, le pire perso de la décennie, et enfin Sarada Uchiwa. Donc dans l'anime, elle est devenue Chunin. Et elle a même dirigé plusieurs missions aux côtés de Boruto et Mitsuki. C'est Sarada qui a remplacé Konohamaru et elle est devenue la chef de l'équipe 7. C'est elle qui donnait les ordres. Comme Shikamaru qui était le chef de l'équipe qui devait ramener Sasuke au village. Il a été choisi car c'était un Chunin. Mais là dans le manga, on nous dit que Sarada est toujours une genin. Ça signifie donc que cet arc de l'anime n'est pas canon dans le manga. C'est-à-dire qu'on ne doit pas le prendre en compte. Perso, je pense qu'il y aura une modification dans l'anime. Mais bref, il faut se dire que dans le manga, Sarada n'est pas devenue Chunin. Et perso, je trouve ça vraiment dommage de ne pas exploiter des arcs de l'anime. Mais bon, c'est pas très grave. Bref, là on passe à quelque chose de super important. Sarada dit ceci: vous dites ça car mon père est aussi un traître comme Boruto. Et elle parle ensuite de Naruto en disant que par le passé, il a ramené son père à Konoha, malgré que ce dernier avait fait un grand crime. Et que même si c'était un genin, il est devenu Hokage. Mon modèle est Naruto le 7e Hokage, pas vous Shikamaru. Et la première scène se termine ainsi. Et les amis, il y a deux choses à retenir. Premièrement, Sasuke est de nouveau considéré comme un traître. Et il est également poursuivi par le village de Konoha. Et deuxièmement, comme je l'avais prévu, Sarada s'est renseignée sur l'histoire de sa famille, et notamment sur son père, vu qu'elle est au courant qu'il avait déserté le village, et que c'est Naruto qui l'a ramené à la raison. Et ce n'est pas quelque chose qui est connu parmi les ninjas de la nouvelle génération. Par exemple, Boruto a appris la vérité sur Sasuke lors de l'arc du voyage dans le passé. Mais de base, il n'était pas au courant. Bon, les amis, avant de passer à la suite, parlons rapidement du Kara design de Sarada. Personnellement, je l'aurais préféré avec les cheveux longs. Mais finalement, je trouve qu'elle est quand même stylée. Surtout le haut de son outfit. Par contre, le bas, c'est peu mieux faire. Franchement, je suis un peu moins fan des grosses bottes. Tranquille, elle reste belle, mais il lui manque un côté plus mature, comme c'est le cas pour Boruto ou Kawaki. Je lui donne un 8 sur 10. Et oui, aujourd'hui, on va noter chaque Kara design. Ah oui, dernière chose, certains trouvent Shikamaru trop différent de Shippuden. Mais justement, c'est l'évolution logique du personnage. La mort d'Asuma l'a énormément changé, le faisant passer d'un ninja fainéant à une personne responsable, qui pense à l'avenir de son village. La mort de son père et la grande guerre ninja l'ont changé aussi. Il a décidé de se hisser en haut de la hiérarchie de Konoha, afin de faire évoluer les choses et faire régner la paix. Et là, il y a un de ses meilleurs amis, Naruto, qui se fait tuer, alors que c'était lui son conseiller. Il a certainement vécu comme un immense échec. Je vous rappelle son état lorsqu'il avait échoué à ramener Sasuke, ou lorsqu'il n'a pas pu protéger Asuma. Et là, pour lui, il n'a pas pu empêcher Naruto le 7e Hokage de se faire assassiner. Il n'a pas su éviter cette tragédie. Donc c'est normal et logique qu'il s'endurcisse encore plus, et devienne intransigeant. Bon voilà, j'ai défendu Shikamaru qui est pour moi un S-tier des persos de Naruto, et qu'il faut respecter. Bref, parlons maintenant de votre personnage favori. La tragédie de Naruto et de son fils Boruto. Hinata et Naruto apparaissent une nouvelle fois dans la prison temporelle de Kawaki, dans la dimension du Daikokuten. Et on a un Kawaki qui veille sur eux. Ils leur rend sûrement visite très souvent pour voir si tout va bien. Et je pense que dans le futur, on aura plusieurs scènes avec Kawaki qui va rendre visite à Naruto pour se confier. Et ça me rappelle un peu Armin avec Annie, lorsqu'elle était emprisonnée dans sa glace et qu'Armin lui rendait souvent visite. Sinon, le Kara design de Kawaki, c'est du 10 sur 10. Les amis, il est incroyable. On sent qu'il en impose. Sinon, je trouve que l'ambiance tout au long de ce chapitre est une ambiance
assez sombre. En fait, c'est clair, un monde sans Naruto est un monde sombre. Ça me rappelle l'ambiance dans la timeline originelle de Dragon Ball, où Goku tombe malade dans l'arc contre les cyborgs et meurt de sa maladie. C'était devenu un monde post-apocalyptique. Bref, passons à une conversation très importante. La conversation entre Sarada et Sumire, qui récapitule la situation actuelle. Comme quoi Kawaki et Boruto ont échangé de place dans la mémoire des gens. Et elles ne peuvent rien y faire. Car c'est trop compliqué de convaincre Shikamaru et les autres qu'ils sont en fait sous l'emprise du pouvoir d'omnipotence. Mais une chose très importante à retenir, c'est qu'apparemment au début, les personnages avaient des doutes. Par exemple, comment ça se fait que Kawaki a un corps modifié par Kara, alors que pour eux, Kawaki est Boruto. Donc c'est une personne qui est née et qui a grandi à Konoha. Donc ça n'a aucun sens. Et je vous avais dit qu'il fallait que des personnages intelligents comme Shikamaru remettent en cause la cohérence de leurs souvenirs. Et là on a eu un coup de maître de Kishimoto pour ne pas créer d'incohérence ou d'inconsistance dans son récit. Sarada nous explique que leurs doutes ont disparu à cause du pouvoir d'omnipotence. Alors c'est vrai, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais c'est parce qu'on n'imagine pas réellement ce qu'est le pouvoir d'omnipotence. En fait, c'est comme s'il y a une entité supérieure qui a une emprise sur toi, et tu peux rien y faire. Et pour preuve, Sasuke dans le chapitre 80 dit que même s'il souhaite croire sa fille, que Boruto est le vrai fils de Naruto, il a l'impression que quelque chose essaye de faire taire tout soupçon. Bref, les amis, petite pause sur le chara design de Sumire. Perso, j'aime bien. C'est simple et efficace. Je donne un 8 sur 10. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez le style de Sarada ou de Sumire. Passons à la suite, avec le retour d'Eida et Daimon, qui sont les seules personnes sur Terre à ne pas avoir vieilli. Et l'explication est simple. Ce sont des cyborgs. Donc faut le voir comme C17 et C18 dans DBZ. Eida a d'ailleurs compris que son omnipotence était un Shinjutsu, issu du clan Otsutsuki. Cette capacité permet à son utilisateur de réaliser un souhait. Donc le pouvoir de séduction, c'est uniquement le souhait d'Eida d'être aimé par autrui. Et la situation actuelle avec les souvenirs modifiés, pour que Boruto devienne l'ennemi du village, c'est le souhait de Kawaki. Sarada et Sumire essayent de trouver un moyen de contrer ce pouvoir. Mais je trouve qu'Eida va donner une explication très logique. En fait, même si t'arrives à convaincre Shikamaru que le pouvoir d'omnipotence existe, comment tu prouves que c'est lui qui a des faux souvenirs et non Sarada ou Sumire? Il va dire ok, le pouvoir d'omnipotence existe, mais c'est vous qui êtes affecté. Il n'y a aucun moyen de le prouver. Par contre, il y a un élément qui est peut-être passé inaperçu, mais à mon avis, il sera crucial dans la suite de l'œuvre. En fait, Eida dit que le seul moyen de changer la situation actuelle, c'est d'exaucer un nouveau souhait. Mais elle ne le fera pas, car c'est un risque d'empirer la situation. Donc ça donne la possibilité par exemple que Boruto ou un autre personnage fasse le souhait que tout redevienne comme avant, et ainsi annuler indirectement le souhait de Kawaki. On en parle dans une prochaine théorie. Sinon il y a eu un moment de tension où Eida demande à Sumire et Sarada si elles sont touchées par son pouvoir de séduction, parce qu'elle est au courant que ces deux-là sont immunisés contre l'omnipotence. Et là les amis, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà c'était très stupide de leur part de révéler à Eida et Daimon qu'elles ont gardé leurs souvenirs, car Daimon pourrait les considérer comme une menace et les tuer. Et les amis, vous allez me dire encore une fois pourquoi Sarada et Sumire ne sont pas affectées. À l'époque, j'avais dit que c'était parce qu'elles étaient amoureuses de Boruto et Kawaki, donc ça annulait son pouvoir par transitivité. Mais finalement, on nous dit que le pouvoir d'Eida n'est pas le pouvoir de séduction. Ce n'est qu'un souhait réalisé par son pouvoir d'omnipotence. Donc la probabilité que cette théorie soit vraie est très basse. Alors, comme dit la dernière fois, moi je pense que c'est parce qu'elles ont toutes les deux hérité d'un pouvoir lié au clan Otsutsuki. Sumire a le sceau Gozu Tenno, et d'après Sasuke c'est un Fuinjutsu, dont les techniques secrètes sont proches de celles de Kaguya Otsutsuki. Et Sarada, c'est clair, c'est la fille de la réincarnation d'Indra, et une des deux survivantes du clan Uchiwa. Perso, je suis pas encore 100% convaincu de cette théorie, donc je vais prendre du recul et y réfléchir plus sérieusement. Et ensuite, je vous balancerai une théorie là-dessus. Bref, Sumire et Sarada sont en panique, car il ne faut absolument pas que Daimon soit au courant qu'elles ne sont pas séduites par Eida. Et Shikamaru a été clair. Il faut à tout prix cacher cet avantage, pour que Sarada et Sumire puissent tuer Eida, si jamais cette dernière devenait une ennemie de Konoha. Et à mon avis, Sarada et Sumire ont réussi à convaincre Eida. Mais Daimon, lui, reste sur ses gardes, et commence vraiment à avoir des doutes. D'ailleurs, Daimon, perso, je kiffe le mec. Il est posé, tranquille, dans sa tenue ridicule, mais d'un autre côté, il fait flipper.
épée. Parce qu'on sait qu'au moindre faux pas, il n'hésitera pas à les tuer. Et les amis, c'est trop comment Boruto nous procure des émotions juste avec du texte. On ressent la tension juste avec des dialogues. Et ça, c'est juste énorme. Donc bravo à Ikemoto et Kishimoto pour ça. Bref, maintenant passons à un personnage que vous avez beaucoup apprécié dans ma dernière théorie. La tristesse d'Imawari, la fille de Naruto. Imawari fait son grand retour et on la voit s'entraîner contre Chocho. On remarque immédiatement qu'elle est devenue plus forte et qu'elle a travaillé ses réflexes. Alors, les amis, il y a plein de choses à dire. Déjà, je sentais qu'ils allaient donner des cheveux longs à Imawari. Vu que Sarada a eu les cheveux courts, j'en étais sûr. D'ailleurs, petit clin d'œil, il y a un tournesol sur le pull d'Imawari. Et on sait qu'en japonais, Imawari signifie tournesol. Sinon, son design, pour moi, c'est peu mieux faire. J'aurais voulu qu'elle soit un peu plus vénère et mature. Mais c'est vrai que là, elle n'a que 13 ans. Donc, on va être gentil et lui donner un 8 sur 10. Par contre, Chocho, bon, je préfère ne pas m'exprimer. Sinon, j'aurais de gros problèmes. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. Ensuite, Shikadai et Inojin vont les rejoindre. Et là, les amis, je vais dire les termes. Inojin est cataclysmique. Je lui donne un 2 sur 10. Frérot va faire le rattrapage chez le coiffeur. Sinon, Shikadai, c'est Shikamaru sur 10. C'est trop la copie de son père. Bref, les amis, le jour des comptes est arrivé. Dans ma dernière théorie, je me suis mouillé. Et j'avais dit que pour moi, Imawari allait être affecté par le pouvoir d'Aidan. Et là, j'avais même pas encore lu le chapitre. Et j'ai reçu plein de commentaires comme quoi j'ai eu tort et en fait, Imawari est immunisé. Bref, quelle est la vérité? Écoutons Imawari, c'est très intéressant. Boruto m'a protégé, moi et mon père, devant mes propres yeux. Et elle dit qu'elle sent que quelque part, son père est toujours vivant. Et là, les amis, vous allez me demander de quel moment elle parle. Quand elle dit que Boruto l'a protégé, elle et Naruto, sous ses propres yeux. En fait, elle fait allusion à Kawaki. Quand il a sacrifié son bras pour la protéger, elle et Naruto contre Delta. Et justement, il avait fait ça sous ses yeux. Vous allez me dire, Abdou, c'est quoi le rapport? Là, elle parle de Boruto, pas de Kawaki. Eh bien, c'est simple. Imawari est bel et bien affecté par le pouvoir d'Aidan. Parce que dans sa mémoire, Boruto est Kawaki. Et de son point de vue, Kawaki ne pourra jamais tuer Naruto. Et la preuve, c'est que ce dernier a sauvé sa vie et celle de son père. Imawari a passé beaucoup de temps avec Kawaki. Et l'a même aidé dans ses missions. Dans l'arc Imawari et Kawaki à l'Académie Ninja, il a tout fait pour ne pas la mettre en danger. Dans l'épisode 209 de l'anime, Imawari dit qu'elle était contente que Kawaki loge à la maison. Donc Imawari sait que Kawaki a un bon fond et que c'est une bonne personne. Du coup là, même si elle est affectée par le pouvoir d'Aidan et que pour elle Boruto est Kawaki, elle est convaincue qu'il n'a rien fait de mal à Naruto. Donc voilà les amis, Imawari est affectée. Ça me fait une théorie validée de plus. Je vous vois venir, Abdou, t'avais une chance sur 2 d'avoir bon, c'est facile. Oui, c'est vrai, mais j'avais aussi une chance sur 2 d'avoir tort. Mais j'ai eu raison, parce que j'ai fait confiance à mon instinct. En plus, Imawari dit qu'elle souhaite devenir plus fort pour aider ses proches, et non par quête de puissance. Exactement comme Gohan. Et ça aussi, je l'avais pré-shot. Du coup, voilà, Abdou-kun alias le grand Oin Kyoma a encore frappé, avec une théorie de plus validée. Bref, plus sérieusement, Imawari aura un rôle crucial dans la suite. Par contre, de ce qu'on voit dans ce chapitre, elle ne va pas sombrer, mais elle va devenir de plus en plus puissante, afin de venir en aide à sa famille, et notamment à Boruto et Kawaki. Et peut-être que son rôle sera de les réconcilier. Ce n'est pas la fille de Naruto pour rien. Retenez bien le nom d'Imawari Uzumaki, car elle va marquer l'histoire shinobi. La rage de Mitsuki, le fils d'Orochimaru. Je veux te protéger et je le tuerai de mes propres mains. Mitsuki apparaît derrière Kawaki pour assurer sa protection, car je rappelle encore une fois que pour Mitsuki, Kawaki est Boruto. Donc c'est lui son soleil, qu'il veut préserver à tout prix. Et actuellement, il est Boruto au plus haut point, car il a essayé de tuer Kawaki. Mais on sait qu'en réalité, c'est l'inverse. C'est Kawaki qui a essayé de tuer Boruto. Le combo Mitsuki-Kawaki est monumental. Il y a trop de flow en une seule case. Et le chara design de Mitsuki, c'est un grand 10 sur 10. Bref, Mitsuki va dire que Boruto est un Otsutsuki. Donc il peut camoufler son chakra et apparaître à n'importe quel moment. Mais Kawaki affirme qu'il pourra le détecter. Et en effet, comme on l'a vu dans l'arc Code, Kawaki avait camouflé son chakra pour quitter le village et rejoindre Code. Et Boruto était le seul à le sentir.
Sinon Mitsuki dit qu'il est prêt à tuer Boruto et il fera tout pour protéger Kawaki. Par contre Kawaki dit clairement à Mitsuki d'arrêter de le coller et de ne pas le suivre partout. Et là on voit Mitsuki qui est blessé par ses paroles et il dit ceci: tu es censé être le soleil qui m'illumine moi la lune. En fait il faut comprendre la relation profonde qu'avait Mitsuki avec Boruto. Mitsuki est le fils d'Orochimaru. Il est en quelque sorte destiné à emprunter un chemin sombre. Il a un côté violent et sans pitié et il s'est toujours vu comme une personne solitaire, seul dans les ténèbres. Mais Boruto était l'équilibre qui faisait ressortir le bon de Mitsuki. Dans le troisième roman de Boruto, celui qui éclaire la nuit, Mitsuki fait un monologue où il explique ceci: il veut être comme la pleine lune qui éclaire la nuit. Par contre la pleine lune ne peut le faire qu'en reflétant la lumière du soleil. Et dans notre cas c'est Boruto le soleil qui illuminait la lune qui était Mitsuki. Une métaphore qui signifie que Boruto était une source de lumière et de bonté qui reflétait sur Mitsuki afin de bannir ses ténèbres et en utilisant sa puissance pour faire le bien. Mais là le problème c'est que Boruto n'est plus là et c'est Kawaki qui l'a remplacé. Donc l'équilibre a été rompu. Kawaki avec son attitude et sa personnalité ne pourra jamais être le soleil que Mitsuki cherchait. Et c'est pour ça que pour moi Mitsuki risque de sombrer et nous offrir des performances XXL dans les prochains chapitres. Mais je garde une vidéo entière consacrée sur ce personnage qui est pour moi très important et très intéressant. En tout cas c'est clair, c'est mon troisième personnage préféré de la nouvelle génération après Kawaki et Boruto. La nouvelle guerre à Konoha et Kawaki le fils de Naruto. Kawaki, ici l'équipe de recherche. On a trouvé des marques de griffes à l'extérieur. Les amis Code a lancé les préparatifs en mettant ces marques de griffes un peu partout et notamment sur le corps des villageois de Konoha afin de pouvoir s'infiltrer. Kawaki va supprimer les marques qu'il a trouvées avec son Sukuna Ikona qui lui permet de rétrécir ses marques. Et les amis, Kawaki est devenu incroyablement puissant. Il maîtrise actuellement beaucoup mieux les pouvoirs d'Ishiki. Peut-être même qu'il les maîtrise parfaitement. Déjà Kawaki maintenant il peut voler comme tous les autres Otsutsuki. Et vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais son dojutsu a évolué. À l'époque, Kawaki avait 4 rayons, alors qu'Ishiki en avait 8. Mais maintenant, Kawaki a aussi 8 rayons. Donc pour moi, Kawaki a atteint le niveau d'Ishiki. Et de toute façon, le destin de Kawaki est de le surpasser. Code l'explique dans l'épisode 291, que l'essence du Kama, c'est qu'on hérite de l'expérience des combats que les Otsutsuki ont accumulé pendant des millénaires. Et Kawaki a hérité de la puissance d'Ishiki. Donc il ne peut que le surpasser. Bref, Kawaki va prévenir Shikamaru que Code va bientôt lancer son attaque. Et franchement, je kiffe la relation entre Kawaki et les autres comme Shikamaru. Par exemple, maintenant l'équipe de recherche s'adresse à Kawaki lorsqu'il y a un souci. En fait, Kawaki aurait préféré que Boruto ne soit pas un danger et qu'il vive en paix à Konoha. Mais quelque part, il aurait aimé avoir sa vie, la vie de Boruto, étant estimé et aimé par tout le monde. Lui qui disait qu'il n'avait pas sa place à Konoha, alors que maintenant il se retrouve au cœur de tout ce qui se passe dans le village. Bref, on passe maintenant aux choses sérieuses. L'armée de Jubi fait son apparition et commence à attaquer les villageois. Et là on voit Kawaki les combattre tout en protégeant les villageois. Et perso j'aime beaucoup ce détail, car Kawaki protège le village que Naruto protégeait. Dans l'épisode 289, Kawaki dit ceci: j'aime contempler d'ici le village que tu protèges. Kawaki aime Naruto, mais avec le temps il a aussi aimé Konoha. Et il va tout faire pour que le village soit en sécurité, en l'absence de son protecteur Naruto. Bon, Sarada aide Kawaki contre les mini-Jubi. Et c'est là que Code fait son grand retour. Et va nous apporter plusieurs informations très pertinentes. Il va dire qu'il cherche Boruto pour le tuer. Car je rappelle que Code est également touché par le pouvoir d'omnipotence. Et vu que de base il haïssait Kawaki, maintenant c'est Boruto qu'il déteste. Mais Sarada va lui dire que Boruto est parti depuis 3 ans. Du coup voilà les amis, première info, l'ellipse a duré 3 années. Donc Boruto a actuellement 15 ans. Ensuite, Code va dire quelque chose de très intriguant. Ça fait 2 années que je le pourchasse. Et on remarque que Code a aussi perdu un œil, tout comme Boruto. Et il dit qu'il le pourchasse depuis 2 ans. Donc si on analyse bien, Code a dû rencontrer Sasuke et Boruto durant la première année où ils ont déserté le village. Et durant un combat à mort, Sasuke par exemple lui a tranché son œil. Et c'est pour ça que le plan actuel de Code, c'est de faire du mal aux personnes que Boruto aime. Comme Sarada par exemple, pour ainsi l'attirer à Konoha. Et les amis, c'est peut-être passé inaperçu, mais c'est bizarre que Boruto est capable de savoir si telle personne est en danger alors qu'il se trouve à des kilomètres. Donc je pense qu'il a développé un nouveau pouvoir et qu'il maîtrise maintenant parfaitement son ninjutsu spatio-temporel. Mais bref, là on passe au climax du chapitre. Boruto fait son grand retour et humilie Code. Boruto fait une entrée en scène de malade mental en écrasant la tête de Code. Il apparaît en
un instant, comme s'il s'était téléporté. Il esquive ensuite rapidement l'attaque de Code. Il lui lance un regard glacial. Il se met devant Sarada pour la protéger. Et tandis que Kawaki apparaît devant Boruto, ce dernier montre qu'il n'est pas là pour rigoler et qu'il est prêt à tous les écraser. Alors les amis, ce moment est historique, car on est devant la naissance d'un des plus grands protagonistes de Shonen. Là, on est devant une dinguerie monumentale. Déjà, le chara-design de Boruto, c'est du 20 sur 20. Il n'a lâché aucun sourire. Y a pas de blabla no jutsu. Il fait une entrance de fou. Naruto et Sasuke, quand ils ont fait leur retour à Konoha après plusieurs années, ils se sont mis debout sur des poteaux. Alors que Boruto, lui, il s'est mis debout sur la tête de son ennemi et essuie ensuite ses chaussures sur son crâne. Le manque de respect est colossal. D'ailleurs, Code, il s'est fait manger une Hagara par Kawaki, Daimon et maintenant par Boruto. À sa place, je porterai plainte à la police de Konoha. Les amis, prenons 5 secondes pour rigoler de Code la fraude. En tout cas, un grand merci Sasuke, t'es le god. Merci pour les travaux. Grâce à toi, on va avoir le protagoniste de la décennie. Boruto est froid, arrogant, puissant, imprévisible. C'est juste incroyable. Je sais pas ce que Kishimoto nous réserve, mais s'il continue dans la même lancée, ça sera la régalade tous les mois. Parce que qu'est-ce que c'est rafraîchissant d'avoir un perso principal de shonen qui change par rapport aux clichés habituels. D'ailleurs, la scène où Boruto attaque direct Code sans blablater, ça m'a rappelé la scène où Eren explose le titan marteau pendant sa transformation sans tergiverser. Par contre, Boruto, il était souriant à la fin du chapitre 80, alors que là, il est en mode vénère avec un regard froid. On sent le vécu de quelqu'un qui s'est fait pourchasser pendant 3 ans et qui a eu un entraînement sans pitié avec Sasuke. En tout cas, je trouve que ça commence très vite. Et on ne perd pas de temps. Je donne la note de 9,5 sur 10 à ce chapitre. Et je dis les termes. Le premier chapitre de Boruto To Blue Vortex est meilleur que le premier chapitre de Naruto Shippuden. Et je parle du manga et pas de l'anime. Car dans le manga, on n'a pas eu le flash futur avec les retrouvailles de Naruto et Sasuke. On a juste eu Naruto et Jiraiya qui ont fait leur retour à Konoha. Et Naruto qui a retrouvé Sakura et Kakashi. Bref, les amis, je vais essayer de vous bombarder de théories. Mais comme je l'ai dit en intro, je commence une mission en développeur freelance ce lundi. Donc les amis, ça sera vraiment pas facile de gérer YouTube plus la mission. Donc je compte sur votre soutien. Likez, abonnez-vous, commentez et abonnez-vous à ma chaîne secondaire. Moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Psy Concorde.